l'idéologie de la société ouverte, c'est d'attaquer les frontières à tous les niveaux, y compris les frontières anthropologiques, avec les théories du genre. Tout doit être flou, et c'est une sorte d'hubris qui corrode tout, en fait. Donc pas juste la frontière physique, mais aussi les frontières anthropologiques et spirituelles que vous évoquez. L'Open Society Foundation investit plus d'argent que le budget annuel de Frontex. Il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. L'objectif, c'est relever le défi du métissage. Nous sommes dans un monde de migration. Je ne crois pas du tout aux gens qui font des murs. Nekünk nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal, amit Soros György neve foglal össze, és ő testesít meg. Open Society Foundation. Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Bonjour Daniel Conversano. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier ouvrage en date, Européen d'abord, essai sur la préférence de civilisation. Avant tout, je voulais vous demander comment vous aimez que l'on vous présente. C'est-à-dire que si on vous définissait en quelques mots, comment vous vous présenteriez ? Un intellectuel, un penseur ? Intellectuel identitaire européen d'expression française. D'accord. Ah oui, c'est un sacré adjectif pour vous définir. Ah bah écoutez, européen, oui, parce que c'est d'abord notre civilisation. L'Europe, c'est une architecture commune, c'est une sculpture commune, c'est une peinture commune, c'est une musique commune, avec les diversités nationales, bien entendu. Oui. Donc, fondamentalement, nous sommes européens. Oui. Et puis, nous sommes d'expression française, parce que c'est notre langue, c'est notre littérature, c'est aussi notre histoire. Oui. L'histoire de France, c'est un élément de l'histoire européenne. On peut d'ailleurs, suivant la perspective qu'on prend, développer les conflits entre la France et ses voisins, ou analyser
les conflits que les Européens ont eus ensemble vis-à-vis du reste du monde. C'est un peu le propos de mon dernier livre, un des propos de mon dernier livre. Oui. Alors justement, il y a une idée forte dans le livre que j'apprécie, et ceux qui me suivent depuis longtemps comprendront pourquoi. C'est que vous proposez en quelque sorte de vous départir un peu de cette qualificative de français pour prendre le mot européen, parce que le mot français, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose, en fait, puisque tout le monde peut prétendre à la nationalité française, et donc... Alors, je crois que le mot français a été effectivement dévalorisé. Oui. C'est un beau mot, le mot français, bien sûr. Mais il a été dévalorisé par la dégradation et la perte de sens totale du code de la nationalité, puisqu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont administrativement français. On pense par exemple aux djihadistes qui sont partis faire la guerre en Syrie ou en Irak, dont on nous dit qu'ils sont français. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ils ont peut-être des papiers français, c'est possible, mais ils ne sont français ni par l'origine, sauf pour les convertis, mais ils ne sont français donc ni par l'origine, ni par la culture, ni par la civilisation, ni par le sentiment. Donc, ça n'a plus aucun sens. On a dévalorisé la nationalité française, on a dévalorisé la nationalité allemande ou la nationalité britannique, d'ailleurs, ou la nationalité italienne, en la donnant à des gens qui ne partageaient rien ensemble. Et ça, c'est tout à fait dommageable. Finalement, revenir à l'appellation européen nous ramène à l'aspect tout de même ethnico-culturel, on va dire. Alors, ça nous ramène à l'aspect ethnique, absolument. Il ne faut pas avoir peur des mots, se cacher derrière son petit doigt. Non, ça nous ramène à l'aspect ethnique. Ça nous ramène aussi à l'aspect civilisationnel. Car je crois, au fond, européen, c'est à la fois une question de sang, donc d'hérédité, et une question d'esprit, donc d'héritage. Voilà. Il ne suffit pas de naître européen de sang pour être pleinement européen. Il faut aussi s'approprier ou recueillir la culture, la civilisation européenne. Alors, toutefois, dans l'introduction, vous revenez sur un texte que vous avez écrit il y a une dizaine d'années. Vous proposez une définition, à l'invitation de Pierre Sautarel, qui vous demandait ce que c'est d'être français. Et parmi les points, je crois que vous mettez 8 points. Et il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Vous dites, par exemple, être français, c'est partager des musiques et des sons, des goûts et des odeurs. Et j'ai trouvé ça très beau. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, exactement, si vous voulez, dans le texte que j'ai fait, en fait, lors du débat que Nicolas Sarkozy avait organisé autour de l'identité nationale, Pierre Sautarel m'avait dit, vous devriez faire un texte sur qu'est-ce qu'être français. C'est-à-dire, au fond, donner ma définition, notre définition d'être français. Et donc, j'ai fait un texte de 1500 mots, je crois, donc assez court, où je donne une définition, qu'est-ce qu'être français pour moi ou pour Paul Émiat. Et c'est une définition qui, évidemment, pas purement administrative, qui est une définition qui met en symphonie, en quelque sorte, tout un ensemble d'héritages. Et donc, effectivement, il y a la musique, il y a les goûts, il y a les sons, il y a les l'ontologie du français, c'est presque une définition philosophique de ce qu'est être français. On en a fait d'ailleurs après une vidéo qui a pas mal marché sur YouTube, puisqu'elle a été vue, je crois, 1 300 000 fois ou 1 400 000 fois. Mais effectivement, c'est une décision d'être français qui n'est pas une définition administrative, qui est une définition, on peut dire, charnelle. Tout à fait, Alors, plus loin, vous employez une expression, je ne sais pas si elle est de vous, mais je l'ai trouvée à la fois magnifique et lugubre. En réponse plutôt en comparaison avec l'IVG, vous parlez d'IVC, interruption volontaire de civilisation. Oui, alors c'est un peu provocateur, mais c'est très... Je crois qu'elle est de moi, mais enfin, vous savez, je crois qu'elle est de moi, mais peut-être que d'autres l'ont aussi utilisée, je n'en sais rien. Enfin, bon, oui, c'est un peu lugubre, mais je crois qu'on peut dire ça quand on voit la volonté des gens qui sont au pouvoir, à la fois au pouvoir politique, au pouvoir médiatique, de dénigrer tout ce qui est notre héritage, notre identité. Objectivement, il y a aujourd'hui une guerre qui est menée à l'européen, une guerre qui est menée à l'homme européen. Il faut en être tout à fait conscient. Et il est évident que ceux qui mènent la guerre contre les Européens, ceux qui mènent la guerre contre l'homme européen, eh bien, ils préparent
la destruction de notre civilisation. Oui. Donc, je crois que de ce point de vue-là, on peut parler d'interruption volontaire de civilisation. Quand on voit l'ensemble des campagnes médiatiques qui sont menées, y compris, on voit maintenant des campagnes médiatiques qui consistent à dire aux gens, il faut vous stériliser. C'est quand même absolument tout à fait hallucinant. Avec des arguments incroyables. Oui, il y a beaucoup de gens en Afrique, donc il faut leur faire de la place. Bon, alors, on peut estimer, d'ailleurs, c'est un thème que j'aborde dans Être européen d'abord, on peut estimer qu'on arrive à un certain maximum démographique sur l'ensemble de la planète. Mais à ce moment-là, il faut limiter la démographie de tout le monde, et surtout de ceux qui sont en surexpansion. C'est-à-dire il faut limiter la démographie de ceux qui sont entre 4, 5 ou 6 enfants par femme, comme en Afrique, et pas à ceux dont la démographie est de moins de 2 enfants par femme, c'est-à-dire en dessous du seuil de reproduction. C'est quand même tout à fait absurde. Je crois d'ailleurs qu'en matière démographique, moi j'ai tendance à penser que le fait qu'il y ait une modération démographique en Europe, d'un certain point de vue, c'est une adaptation. Une adaptation à un territoire qui est limité et une adaptation au fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 générations qui vivent ensemble. Les enfants, les parents, les grands-parents et même les arrière-grands-parents. Et donc, qu'il y ait une certaine limitation démographique, c'est une adaptation. En fait, là-dessus... Mais on va aujourd'hui pénaliser les Européens de cette adaptation en disant, écoutez, c'est vous adapter, mais vous allez faire venir des gens qui viennent d'ailleurs, qui vont occuper votre territoire, et n'ayons pas peur là non plus des mots, coloniser votre territoire pour y apporter une autre civilisation qui n'est peut-être pas inférieure, mais dont il n'est pas absolument certain qu'elle soit supérieure non plus. Oui, tout à fait. Mais là-dessus, en fait, c'est intéressant. Vous rejoignez Renaud Camus qui dit que finalement, la démographie des Européens ne serait pas un problème si on ne les confrontait pas à une immigration massive. En fait, ils s'adaptent simplement. Il y a assez de gens en Europe. Voilà, je suis nettement plus nataliste et familialiste que Renaud Camus, malgré tout, par les écrits et les orientations que j'ai pu avoir. J'ai participé aux manifs pour tous, etc. Donc, je suis plus familialiste et plus nataliste que Renaud Camus, mais je pense que son argument n'est pas sans intérêt. Et personnellement, je suis très préoccupé, là aussi je le lis dans le livre, je suis très préoccupé quand je vois qu'en France, l'équivalent d'un département français tous les 10 ans voit ses sols artificialisés. Car je crois que nous avons besoin de garder un contact avec la nature, avec une nature qui n'est peut-être pas complètement sauvage. La nature complètement sauvage, en France et en Europe, ça a quasiment disparu, sauf dans de très rares zones de montagne, mais une nature, au minimum, humanisée. Or, aujourd'hui, nous avons une nature qui disparaît. Et quand vous voyez une zone industrielle, une zone commerciale, une zone industrielle, une zone artisanale, c'est une bétonisation totale. Et ça n'est pas satisfaisant. Mais justement, j'allais en parler plus loin, mais vous que vous évoquez la nature, je vous le demande maintenant. Il y a tout de même quelque chose de paradoxal, c'est que vous dites que les Européens ont un lien particulier avec la nature, et en même temps, de par les technologies que nous avons créées, nous avons contribué tout de même à la faire reculer, cette nature. Nous l'avons beaucoup transformée. Alors, je crois que c'est une des contradictions devant lesquelles se trouve placée aujourd'hui la civilisation européenne, indépendamment des problèmes de submersion migratoire, qui sont les problèmes les plus préoccupants. Il y a un problème d'équilibre entre le fait que nous avons eu, les Européens, une vision prométhéenne des choses. Il y a eu l'arraisonnement de la nature par la science, par la technique. Et en même temps, ils ont aussi, dans leur mémoire, ils ont la mémoire d'Orphée, ils ont la mémoire de Diane, qui est un rapport équilibré avec la nature. Voilà. La figure de Diane chasseresse, Diane est chasseresse, bien sûr, donc elle prélève sur la nature, mais en même temps, elle la respecte et elle se limite. Et là, aujourd'hui, les Européens, avec le développement industriel tel qu'on l'a connu depuis un siècle et demi, 2 siècles, il y a eu un débordement qui est d'ailleurs assez bien traduit sur le plan des grands mythes dans les livres de Tolkien, par exemple. Oui, exactement. La trilogie de Tolkien pose aussi ce problème, Le Seigneur des Anneaux, qui est à mon avis très intéressant.
Peuple de l'Ouest, levez-vous. Exactement, ça nous interpelle. Mais il y a aussi des choses tout à fait intéressantes sur le rapport à la nature et le fait qu'on ne peut pas la raisonner totalement. Oui. Et donc là, il doit y avoir un certain retour de l'Europe par rapport à un excès de prométhéisme, peut-on dire. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'œuvre du Seigneur des Anneaux a un sens identitaire presque Oui, je pense que le Seigneur des Anneaux, c'est complexe, le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, oui. parce qu'il y a des aspects qui renvoient vers les vieux mythes européens, il y a des aspects plus bibliques, c'est complexe, le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même, je crois, un livre et ensuite un film tel qu'il a été traduit par Peter Jackson, qui remet en scène beaucoup de grands mythes européens. D'accord. Voilà, et donc je pense que ça reste un livre à lire, 2, un film à voir. Je ne dirais pas la même chose des 3 qui ont suivi sur l'histoire des Hobbits. Ah oui, on m'a dit que c'est très mauvais. Le politiquement correct s'est imposé et a triomphé. Et c'est mauvais parce que on décline quelque chose qui était beau sur 3 séquences supplémentaires et tout en trahissant l'œuvre. D'accord. Voilà. Mais Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et puis le livre de Tolkien, les 3 tomes de Tolkien, c'est tout à fait à lire, oui. Alors, il y a une idée que je ne crois pas avoir lue ailleurs, en tout cas pas de cette manière. Vous parlez de la propagande médiatique, qu'on connaît bien, et vous vous dites de cette propagande qu'elle est contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, là où elle est nocive, c'est qu'elle dit tout et son contraire. Vous parlez par exemple du féminisme, qui est à la fois progressiste et qui en même temps met en avant l'islam. Vous parlez aussi du fait que la propagande antiraciste finalement est raciste vis-à-vis notamment des Blancs. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée de contradictoire? C'est qu'en fait l'idée c'est quoi? C'est de flouter les cartes? Je crois que ça revient à ahuir les gens. Puisqu'on leur dit, vous allez dans un sens, il faut être féministe, c'est formidable. Et en même temps, on vous dit, le voile, c'est formidable. Et donc, vous avez des éléments de destruction. Parce que le féminisme, d'un certain côté, il met en œuvre tout de même, où il vise une sorte de guerre des sexes. Alors qu'on devrait plutôt chercher une certaine harmonie entre l'homme et la femme. Le féminisme, tel qu'il se développe actuellement, il cherche à mettre en avant une guerre des sexes, un conflit interne finalement à la culture, à la civilisation. Et donc, il sert aussi quand même à affaiblir plutôt l'homme, la partie masculine de l'humanité européenne. Et en même temps, il met en avant le voile islamique qui, lui, minore et soumet la femme, mais la femme à l'islam. Donc, d'un côté, on promeut un islam dominateur et de l'autre, on promeut une idéologie d'affaiblissement de l'homme européen. Donc, c'est quand même une tenaille, en quelque sorte. Ça paraît absurde, en fait. C'est absurde, mais c'est une tenaille. C'est une tenaille. Et vous avez quelque chose qui est tout à fait ahurissant en matière de propagande, c'est de voir ce que fait AJ+, les petites vidéos de propagande d'Al Jazeera, c'est-à-dire du Qatar. Oui, c'est ça. AJ+, c'est la chaîne du groupe Al Jazeera. Voilà. C'est une des chaînes du groupe Al Jazeera qui met des petits modules de propagande à destination des Européens, et à destination des Européens uniquement, et qui va viser à affaiblir, à minorer, à culpabiliser l'homme européen, et en même temps à dire mais le voile islamique c'est très bien, la charia c'est très bien, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Alors je vois que le gouvernement fait semblant de craindre une ingérence russe dans les médias français avec Sputnik et Russia Today qui leur poseraient des problèmes. Je pense qu'il ferait mieux de se préoccuper d'Al Jazeera. Mais c'est vrai que comme cette classe politique dépend du Qatar, financièrement du Qatar, on ne peut pas en attendre grand-chose. C'est sûr. Alors, dans le livre, ça revient quelquefois, et c'est également en 4e de couverture, vous dites qu'un certain nombre de jeunes Européens se sentent finalement plus chez eux dans des villes comme Prague ou Budapest qu'à Paris. Et je vais vous demander à votre avis, qu'est-ce qui fait que ces pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est semblent résister mieux à la propagande cosmopolite? Quelle en est la raison? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le communisme, à l'époque soviétique, a débouché sur une certaine glaciation. Et la glaciation les a protégés. Alors, cette glaciation
elle a été d'abord une glaciation économique. Ils ont été beaucoup moins exposés au développement économique et au confort. Donc, ils sont restés un peu plus rustiques, va-t-on dire. Ensuite, cette glaciation les a protégés de la propagande américaine et, au fond, du délire consumériste américain. Oui. Ce n'est pas tout à fait un hasard, d'ailleurs, si la partie d'Allemagne qui reste la plus dissidente par rapport au système, c'est celle de l'Est. C'est celle qui est à l'extrême Est, où ils étaient moins touchés par les médias occidentaux, les médias américains, que les autres. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément de glaciation. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu, face au communisme, une certaine résistance. Oui. Et la résistance a consisté à essayer de garder son identité, ses traditions historiques et ses traditions religieuses. Et donc, c'est un deuxième élément, en quelque sorte, protecteur. Vous savez, quand le mur de Berlin est tombé et que le bloc soviétique s'est effondré, il y avait eu une chaîne humaine dans les pays baltes, sur tous les pays baltes, donc ça faisait plusieurs centaines de kilomètres, où les gens se tenaient par la main, et beaucoup étaient en tenue traditionnelle, en habits traditionnels. D'accord. Voilà, avec des fleurs, enfin, tout un monde qui avait survécu, alors qu'en Europe de l'Ouest, il a eu tendance à être détruit. Et enfin, ils ont eu une élite politique qui a été sélectionnée par la lutte contre le communisme. Des gens comme Orban ou comme Václav Klaus en Tchéquie, c'est des gens qui ont connu la prison, ce qui est plutôt honorable quand on fait de la politique d'ailleurs, mais qui forment quand même. Voilà. Et donc, si on cumule l'ensemble de ces éléments, alors il y a peut-être un élément qui remonte encore à plus loin, si on regarde les pays du groupe de Visegrad. D'accord. C'est-à-dire la Hongrie, l'Europe centrale, vraiment. La Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie, ce sont des pays qui ont été ensemble à la bataille de Vienne en 1683 contre les Turcs. D'accord. Et je crois que ça reste très important dans le discours hongrois. Mémoire collective, en quelque sorte. Ils étaient occupés quand même pendant près d'un siècle par les Turcs, qu'ils aient dû lutter pour se libérer des Turcs. Tout ça les rend quand même un peu prudents vis-à-vis de l'immigration musulmane. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet du fait que le poison cosmopolite, progressiste, dans le mauvais sens du terme, atteigne ces pays-là? Oui, absolument. Il suffit de regarder les votes des grandes villes. Oui. Les grandes villes et le centre des grandes villes commencent à voter aussi mal que chez nous. D'accord, c'était assez drôle lors des dernières élections en Hongrie, où le parti au pouvoir, le fils de M. Orban, le Fidesz, pardon, de M. Orban, le fils, c'est plutôt de l'autre côté, le Fidesz de M. Orban, a obtenu la majorité absolue. Les médias français avaient envoyé leurs observateurs dans les quartiers centraux de Budapest. Et ils expliquaient, ils interrogeaient des gens, ils n'interrogeaient que des gens hostiles au régime, à Orban. Évidemment, parce que ils étaient... c'est comme en France, si vous interrogez les gens du centre-ville de Bordeaux, ils sont pour Macron. Voilà. Mais donc, les centres-villes... C'est terrible. Hein. Les centres-villes, je crois aussi bien en Pologne qu'en Hongrie, ils finissent par être gagnés aussi. C'est-à-dire que les centres-villes, ils sont reliés à l'ensemble du monde beaucoup plus qu'à leur propre périphérie. C'est vrai, c'est ça. Ce qu'on voit en France d'une autre manière, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement de révolte de la périphérie contre les centres-villes. C'est ça, contre les centres-villes cosmopolites, mondialistes, reliés à l'univers mondial. Oui. Alors, page 51, vous développez toute une réflexion sur l'idée que les hommes sont passés d'une vie où ils vivent au présent à une vie où ils sont dans l'instant qui change, on va dire dans l'incapacité à se concentrer sur quelque chose, en zappant d'une activité à une autre. Et vous parlez d'une influence américaine. Moi, je voulais vous interroger là-dessus, je voulais vous demander si on critique beaucoup les États-Unis et leur influence culturelle nocive, mais d'un autre côté, on a le sentiment que c'est un peuple qui vit beaucoup sur ses instincts et qui a réussi à mettre au pouvoir un type comme Trump, ce que nous, en France, on n'a pas réussi à faire. Donc, c'est un peu paradoxal, en fait. C'est vrai. Alors, si vous voulez, dans la critique, il y a un chapitre, effectivement, qui est un chapitre critique de l'américanisation. L'américanisation étant, en quelque sorte, la pointe avancée et prématurée la société marchande et du consumérisme dominant le monde, avec une base publicitaire très forte.
Mais c'est un peu la pointe avancée de ça. C'est vrai que l'Amérique ne se résume pas à ça, et qu'il y a aussi en Amérique des forces de résistance, et qui se sont effectivement manifestées avec Trump avec davantage de succès qu'en France, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a une critique de l'américanisation, qui est une critique aussi plus largement de l'occidentalisation et de la marchandisation du monde. Oui, non, je comprends. Hein. On peut pas réduire l'Amérique à ça, et ça touche d'autres que l'Amérique, bien sûr. Oui. Non, mais ce dont je voulais discuter avec vous, c'est vraiment cette idée que ce qui est paradoxal chez l'Américain, et que finalement ce sont des anciens Européens qui ont après construit leur culture à eux, c'est que d'un côté, parfois, on a le sentiment qu'il manque de profondeur, intellectuelle même, on pourrait dire, et d'un autre côté, ils sont surprenants, parfois d'efficacité et d'intelligence. C'est très curieux, je trouve, cette mélange dans la civilisation américaine. Je crois effectivement que vous avez raison sur un point, notamment, c'est l'instinct, finalement. Oui. Parce qu'ils ont quand même été dans des conditions de conflit, de conquête, de rupture aussi avec l'Europe. Oui. Et donc, l'Amérique dominante, elle s'est construite avec le Mayflower. On construit un monde nouveau, différent de celui de l'Europe. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il y a des Américains européens, il y a des Euro-Américains. Si il y a des gens de qualité. Voilà. Effectivement, dans l'ensemble, on a le sentiment d'un peuple plus frais, plus jeune dans l'esprit, en fait. Plus de vivacité, mais moins de profondeur, en fait. Moins d'intellectualisme aussi, parfois. J'ai cette sensation, quand je regarde des vidéos ou des livres nationalistes américains, c'est directement plus efficace, cette sensation. Il y a aussi, par rapport à cette idée de l'instantanéité, ça m'a beaucoup touché dans le livre, parce que vous savez, moi j'ai une trentaine d'années, et je constate d'année en année que les gens sont de moins en moins attentifs dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quand on parle des jeunes de 20 ans, on a le sentiment que leur capacité d'attention est de 10 secondes. Et je veux savoir si vous aviez également ce sentiment. Alors, oui, moi j'ai du mal à être dans le présent. Je suis plutôt dans le passé ou dans le futur, donc j'ai un rapport difficile au présent. Je zappe aussi beaucoup. Ah oui. Avec les moyens Internet. Alors, pour répondre quand même plus précisément à votre question, j'ai connu à l'époque du Club de l'Horloge ou du Grèce, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Alors, on rappelle que vous êtes un des fondateurs du Club de l'Horloge. Un des fondateurs du Club de l'Horloge. Nous organisions des colloques qui duraient la journée, et qui faisaient se succéder des orateurs pendant 50 minutes. 50-55 minutes. Bon. Aujourd'hui, j'organise des colloques dans le cadre de l'Iliade. Les interventions sont longues par rapport au standard actuel, mais c'est 20 minutes. Et elles sont entrecoupées de courtes vidéos. Donc, il y a un rapport au temps qui a changé. Ceci étant, j'ai participé le week-end dernier, à des journées wagnériennes, donc d'études, où nous avons passé 2 jours avec des conférences assez longues et des vues d'opéra ou de drames musicaux assez longs aussi. Et donc, je crois qu'on a besoin du temps long aussi. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a besoin du temps long, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde rien que sur un colloque, 20 minutes, c'est long. Oui, c'est... Alors que c'est court. Oui. Quand on regarde des films des années 70, de Visconti ou de Kubrick, à la fois on est émerveillé par la qualité, en même temps on se dit mais c'est quand même tout... c'est très long. C'est très long. Ou même un film de Sergio Leone, pourtant c'est censé être spectaculaire, etc. Oui. Et quand vous regardez le début, il dit une fois dans l'Ouest, c'est très long à s'installer. On se dit les gens avaient une patience autrefois qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Absolument. Oui. Alors, dans le chapitre 7, vous parlez de la civilisation de l'incarnation, en parlant de l'Europe. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait ? Eh bien, si vous voulez, les dieux s'incarnent. Oui. Le dieu ou les dieux s'incarnent. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, ou dans les religions indo-européennes, pas seulement dans l'Antiquité grecque ou romaine, mais aussi dans le monde celtique, dans le monde germanique, les dieux sont faits à l'image des hommes. Oui. Bon. Et avec le christianisme, Dieu se fait homme. Et donc, on n'a pas ce dualisme, cette dichotomie
qu'on a dans d'autres univers. Et quand je dis que c'est une religion, c'est un monde de l'incarnation, c'est un monde, si vous regardez l'art européen, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture, vous avez en permanence la représentation de la figure humaine, l'incarnation de la divinité, l'incarnation des hommes, la représentation de la figure humaine. On a pu dire, j'ai plus l'auteur, mais c'est une citation, l'Europe, c'est l'endroit où, dans les bâtiments, quels qu'ils soient, on voit des colonnes avec des femmes. Et c'est vrai d'Athènes à Helsinki. Athènes, évidemment, c'est les Cariatides, c'est assez ancien. Mais si vous regardez, dans tous les pays d'Europe, vous allez trouver des architectures différentes qui peuvent être classiques, qui peuvent être baroques, qui peuvent être encore plus récentes, néoclassiques, qui peuvent être art nouveau, où vous voyez des colonnes avec des femmes. Ouais. Voilà. Et ça, c'est surtout l'univers européen. Mais précisément, j'ai une question en ce sens, parce que vous consacrez aux femmes, en quelque sorte, en tout cas la place des femmes dans la civilisation européenne, un chapitre. Alors, c'est un petit peu audacieux, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette phylogénie, on va dire, des Européens, elle est devenue un peu folle et s'est transformée peu à peu en féminisme? Je dis ça parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement MGTOW, qui en ce moment fonctionne sur Internet. C'est l'idée que les hommes veulent se séparer des femmes et veulent ne plus entendre parler, on va dire, des avis politiques, des femmes, etc. Et veulent reprendre le contrôle en quelque sorte. Et ces gens-là, en fait, même s'ils sont profondément blancs, européens, ils prennent un exemple l'islam. Ils se disent, ça fonctionne l'islam parce que les femmes, quelque part, sont mises de côté. Est-ce que vous entendez un peu quand même cette réflexion? J'entends, je vois le combat masculiniste de la génération qui vient. Oui, j'entends tout à fait ça. Il faut d'ailleurs dire, je crois que la civilisation européenne a la place de la femme dans la civilisation européenne est différente, la représentation de la femme est différente de celle qu'on peut trouver évidemment dans l'islam et même dans les civilisations asiatiques. Ceci étant, il y a une représentation, il y a une place de la femme, il y a eu des souveraines, il y a eu des scientifiques, il y a eu des autorités ecclésiastiques même, des femmes qui dirigeaient des monastères, etc. Ce qu'on trouve assez peu dans d'autres aires de civilisation. Ceci étant, il y a une limite à l'exercice. Et effectivement, on peut penser que dans la compétition des civilisations, une civilisation violemment masculiniste, comme peut l'être l'islam, a peut-être un avantage évolutif. Voilà, ça, je comprends très bien ce discours-là. C'est ça que je vous disais, ouais. D'ailleurs, il faut aussi savoir que l'expansion indo-européenne, c'est-à-dire vers 4 à 5 000 ans, c'est quand même fait avec un modèle patriarcal et des guerriers à cheval, bien sûr, qui n'étaient pas tous des Amazones. Oui, tout à fait. Oui, n'oublions pas d'un autre côté que même si la femme a toujours été mise en valeur à travers des œuvres artistiques, par exemple, jusqu'au milieu du XXe siècle, la société était très patriarcale. Je veux dire, si vous lisez les romans du XIXe, vous verrez que la place de la femme, elle avait une place précise, qu'il ne fallait pas déborder cette place. Il y a une, si vous voulez, il y a une différenciation des rôles. Et la société actuelle tend à abolir cette différenciation des rôles. Jusqu'à ce que peut-être votre génération reprenne un peu les choses en main, si j'ose dire. Espérons. C'est à vous de jouer. Alors, à la fin du livre, vous proposez 3 solutions. 3 solutions principales. Il y en a d'autres, mais il y en a 3 principales. La réappropriation de l'imaginaire. Donc, ce que vous entendez par là, j'imagine, c'est des créations d'œuvres identitaires, en quelque sorte. Une culture de droite. Une culture identitaire, en tout cas. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, l'imaginaire a été désapproprié, peut-on dire, à la fois par la volonté de mettre en avant ce qui venait d'ailleurs, et surtout la déconstruction. L'art dit contemporain est une destruction totale. Alors, dans le même temps, je crois qu'il y a un art, ce que de Queiroz appelle un art caché, c'est-à-dire qu'à côté de l'art dit contemporain, qui est officiel, qui est subventionné, il y a encore beaucoup d'artistes
qui sont dans la logique de représentation et qui réactualisent en quelque sorte l'imaginaire antérieur. Oui. Et c'est ça qui doit être encouragé et mis en avant au détriment de l'art dit contemporain, qui est par ailleurs un art financier, un art désincarné. Ça, c'est un art qui nie la représentation, qui nie l'incarnation. Tout cet art-là est en rupture avec ce que les Européens sont, et il faut rompre avec ça. Et oui, ça me permet aussi de donner un exemple, parce qu'il se trouve que ma sœur était assez douée en dessin. Je vous donne un exemple précis. Ma sœur a été refusée des Beaux-Arts, et comme argument, on lui a dit qu'elle faisait du figuratif. En gros, vos dessins représentent quelque chose. Ah, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Vous savez dessiner, sortez de là. Alors, il faut savoir qu'il y a un art figuratif extrêmement vivant en Russie, notamment. Oui. Voilà. Comme quoi, il y a pas de mystère. Pas uniquement en Russie, mais il y a un art figuratif extrêmement vivant en Russie, avec des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont un peu kitsch, qui peuvent paraître un peu simples, mais il y a aussi des œuvres d'art de qualité. Et je crois franchement qu'en matière d'œuvres d'art, il y a beaucoup de choses intéressantes qui continuent d'être produites. Il y a un sculpteur extraordinaire qui s'appelle Charbonnel, par exemple. Il y a des peintres, mais que ça a tendance à être un peu occulté. C'est pas vers là que la commande va vers la commande publique. La commande publique ne va pas vers là, mais ça existe quand même. Ça, c'est les bons côtés d'Internet, c'est qu'on entend parler de ces... Je sais qu'il y a un peintre italien contemporain qui fait des œuvres façon XVIIe siècle. Je vous retrouverai le nom, je vous mettrai ça en description de la vidéo. C'est incroyable, on dirait des tableaux de Rubens, etc. Et ce mec s'est fait connaître par Internet. Voilà. Et je pense qu'il y a des galeries virtuelles qui sont tout à fait intéressantes. Moi, je vais sur Twitter, sur un compte qui est un compte du Verda d'Albon, qui met en ligne chaque jour des dizaines d'œuvres, certaines très anciennes, d'autres beaucoup plus contemporaines, et qui sont des œuvres qui représentent des œuvres figuratives, y compris les œuvres contemporaines. Donc je pense qu'il peut y avoir des galeries virtuelles. Les galeries physiques, c'est plus difficile. Alors quand même, l'Institut Iliade organisera une exposition d'affiches, d'œuvres d'art en septembre dans une galerie Raël, dans le centre de Paris. Et à chaque colloque, d'ailleurs, l'Iliade donne carte blanche à un certain nombre d'artistes pour réaliser des affiches. Intéressant. C'est des affiches, c'est pas des peintures, c'est pas des sculptures, des affiches sur le thème du colloque. Voilà. Et je pense qu'il y a la possibilité là de faire découvrir des talents, de faire découvrir des talents. Pour des talents de s'exprimer et d'être découverts. Alors, une deuxième solution, et non, je ne peux être que d'accord avec ça, puisque c'est ce que je prône avec mon mouvement, c'est le communautarisme. Mais je voulais vous demander, donc l'idée c'est que les Européens se communautarisent. Est-ce que c'est possible finalement? Parce qu'on est quand même... L'individualité est forte chez nous. Les personnalités sont très différentes. Les Européens sont solitaires. Est-ce que vous croyez qu'on arrivera vraiment à... Je crois qu'il y a des communautarisations de fait. Oui. Voilà. Il y a des communautarisations de fait. Vous avez déjà des communautarisations géographiques. Le white flight, en quelque sorte. Le white flag, l'une des raisons de la communautarisation de fait, c'est les écoles. Alors, ceux qui vont le plus loin, d'ailleurs, dans ce domaine, c'est souvent les gens de la communauté juive qui se regroupent, parfois par quartier, pour trouver des écoles qui leur conviennent. Mais ça va bien au-delà de ça. Vous avez une communautarisation de fêtes blanches et catholiques à Versailles, par exemple. C'est vrai. Alors, vous me direz, ça vise des milieux privilégiés, mais ça se joue de manière... La Seine-et-Marne, la partie la plus périphérique de la Seine-et-Marne, en Île-de-France, c'est une communautarisation de fêtes des Français d'origine européenne, qu'ils soient d'ailleurs franco-français ou franco-portugais, pour se retrouver en dehors de la Seine-Saint-Denis. Oui, ça a un côté white flag. Il n'y a pas que ça. Il y a la communautarisation par les goûts musicaux. Oui. Vous savez très bien qu'un concert de musique classique, un concert de rap ou un concert de rock ne vont pas avoir les mêmes publics. Oui, tout à fait. Le rock, par exemple, ou la musique de Johnny, quand il y a eu les obsèques de Johnny, ou quand il y a eu un concert de Johnny sur le Champ de Mars, c'était une communautarisation de fait. Oui, je comprends. Les Gilets jaunes, au départ,
c'est une communautarisation de fait. Alors maintenant, le mouvement s'est un peu transformé avec la politisation, avec les manifestations dans la ville. Mais le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points, c'est un mouvement communautaire de fait. Donc je crois qu'il y a une communautarisation de fait, indépendamment, je dirais, de toute volonté politique. C'est comme ça que ça s'opère. Il y a aussi une communautarisation de fait dans certains sports. Il y a des sports qui sont plutôt... Oui, en fonction de ce que vous choisissez pour votre enfant, il sera entouré de... Oui, voilà. Si vous choisissez le football, ou que vous choisissez l'alpinisme, ou que vous choisissez l'équitation, vous n'aurez pas les mêmes. Oui, c'est ça. Hein, voilà, par exemple. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, c'est ce dont vous parlez... Ceci étant, la boxe n'est pas à décommander pour diverses raisons. Voilà, oui. Là, c'est des sports d'affrontement, donc peu importe finalement avec qui on le fait. Ce dont vous parlez, c'est intéressant parce que même nos adversaires ont conscience de cela, parce que c'est pas anodin que le Bataclan, le drame du Bataclan ait eu lieu quand il y a eu un concert de métal. Absolument. Non, voilà. c'est pas ils savaient très bien quel type de personnes ils allaient calacher. Ils savaient très bien qui ils allaient viser, bien sûr. C'est ça, ouais. Bien sûr. Alors, évidemment, et les gens qui étaient là, beaucoup d'entre eux auraient pu être choqués par le propos que nous tenons, que vous tenez, que je partage. C'est vrai. Mais la réalité, c'est ça. C'est ça, ouais. Hein, on aime se retrouver entre soi, quand même. Ouais. Hein, et il y a aussi la communautarisation par les repas, par les boissons. Hein? Donc, oui, en fonction des choix de vie qu'on effectue, on rencontre tel ou tel type de personne. Donc, si vous voulez, de fait, les gens sont communautarisés. L'endroit où les gens sont le moins communautarisés, parce qu'ils sont obligés là d'être un peu mélangés, c'est le monde du travail, c'est l'entreprise. Ça, ouais. Oui. D'autant plus que le monde de l'entreprise est presque obligé juridiquement de se mélanger. Oui. Parce qu'au fond, on pourrait très bien considérer qu'un patron, il a envie d'être entre soi. D'ailleurs, honnêtement, vous avez des entreprises chinoises ou des entreprises de ce type ou des entreprises arabes. Oui. Vous ne trouverez que des Arabes et que des Chinois. Bon, parce qu'ils veulent être entre eux, pourquoi pas d'ailleurs. Oui. Sauf que si vous faites la même chose de l'autre côté, c'est compliqué. Là, vous allez avoir des problèmes avec l'inspection du travail ou la justice. Donc l'entreprise amène à faire que les gens d'origine différente puissent se retrouver ensemble. Oui. Mais c'est un moment limité, finalement. C'est un moment limité. Je crois que la communautarisation, elle existe de fait. Oui, c'est vrai. Moi, parfois, je me demande ce qui fait que, contrairement à d'autres populations, nous sommes moins communautaires, il y a moins l'esprit d'entraide. Et je trouve que chez les Européens, il y a une forte concurrence entre les membres de la communauté européenne. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, ça ? Vous voyez ? Alors, deux choses. La concurrence, là je sors un peu du cadre strict de votre question, la concurrence entre les nations européennes a eu un côté positif. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Au XVe siècle, les Chinois avaient une flotte qui est partie découvrir les côtes de l'Afrique. Les Portugais à l'est. Les Portugais avaient une flotte qui est partie découvrir les côtes de l'Afrique à l'ouest. Oui. L'empereur chinois a décidé de détruire sa flotte. Et donc, les Chinois n'ont pas découvert l'Afrique. Ils la découvrent maintenant, un petit peu de retard. Le Portugal a découvert l'Afrique. Et si le roi du Portugal avait décidé de détruire sa flotte, eh bien, c'est les Espagnols qui auraient découvert l'Afrique, ou les Génois, je ne sais pas. Et donc, la concurrence entre nations européennes a eu des aspects tout à fait positifs. Elle a eu des aspects négatifs aussi, mais elle a eu des aspects quand même tiré vers le haut, finalement. Tiré vers le haut, exactement. Alors, la question, la difficulté de la communautarisation des Européens ou des Français de souche, eh bien, elle est liée en partie au fait qu'ils sont encore majoritaires. Et que les minorités, paradoxalement, sont plus fortes, plus soudées que la majorité. D'accord. Et donc, il faut nous penser aujourd'hui comme minoritaires, alors que malgré tout, sauf dans certains endroits, nous sommes encore majoritaires. Oui. C'est ça, à mon avis, une des difficultés. Vous pensez que c'est une question de nombre, finalement, où oui, alors il y a un paradoxe. On se sent encore trop à l'aise, finalement. Le paradoxe, c'est l'avantage de minorité. Ouais.
Voyez-vous, moi, j'explique aux gens que je peux être amené à former que dans la vie, il faut mieux être dans un réseau que de ne pas être dans un réseau. Ça, c'est évident. Oui. Mais quand je dis qu'il faut mieux être dans un réseau que de ne pas être dans un réseau, je dis aussi qu'il faut mieux être dans un réseau politiquement incorrect que dans pas de réseau du tout. Alors qu'on pourrait dire politiquement incorrect, c'est un handicap. Oui, c'est un handicap. Mais c'est un avantage d'être en réseau. Et c'est peut-être un avantage plus grand d'être dans un réseau politiquement incorrect que dans un réseau politiquement correct. Pourquoi ? Parce que le nombre est plus petit, que l'adversité est plus grande et que donc il peut y avoir une plus grande efficacité. D'accord. Voilà. Intéressant. Donc, n'hésitez pas à être dans un réseau politiquement incorrect. C'est peut-être presque mieux que d'être dans un réseau politiquement correct. Je comprends, ouais. Voilà. Intéressant, ouais. Alors, la troisième solution, là, ça dépend pas trop de nous, parce que vous dites réinstaurer et protéger les frontières, un peu à l'image de ce qu'a fait Orban, notamment en 2015, quand il a serré un peu la vis pour que son pays ne soit pas envahi. Comment faire, finalement ? Alors, on a vu que Génération Identitaire tente des choses dans les Alpes, avec Defend Europe aussi. On n'a pas vraiment, tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne peut pas vraiment agir là-dessus, sur la protection des frontières. C'est très difficile. Alors, on peut agir localement, mais c'est très difficile pour empêcher, par exemple, l'implantation de clandestins. Je pense qu'il y a eu des actions locales dans l'ensemble très difficiles, parce que là, l'appareil répressif se met en marche. L'appareil répressif, l'appareil policier, l'appareil de l'État, l'appareil médiatique. Mais je crois qu'il faut aussi réagir. Si on annonce dans votre coin l'installation d'un foyer de clandestins ou l'installation d'éoliennes, il faut se mobiliser dans les deux cas. Et dans les deux cas, vous aurez contre vous l'appareil médiatique et l'appareil policier. Mais il faut le faire. Alors, c'est un peu une question à 100 millions de dollars, mais comment parvenir au pouvoir ? C'est-à-dire que si on part du principe que le Front National porte une parole qui est la plus proche de nos pensées, le Front National ne cesse d'échouer. Maintenant, c'est le Rassemblement National. Est-ce qu'il y a une possibilité politique pour vous d'obtenir le pouvoir en France, encore aujourd'hui ? Écoutez, il semble qu'il y ait une possibilité politique d'obtenir le pouvoir avec toutes les imperfections que ce mot peut contenir. Le pouvoir n'est jamais absolu. Mais il semble qu'il y ait quand même une possibilité politique d'obtenir le pouvoir dans des pays comme la Hongrie, comme l'Autriche, en tout cas d'y participer, comme l'Italie. Donc, si c'est possible dans ces pays-là, ça devrait être quand même possible en France. Le problème de la France, c'est que la France, elle n'a jamais connu des évolutions tranquilles. Elle a toujours connu des bouleversements. Voilà. Et nous n'avons pas connu de bouleversement depuis 1968. Bon, et les Gilets jaunes, pour le moment, n'ont pas encore débouché sur un grand bouleversement. Alors, nous avons contre nous sans doute un système médiatique plus verrouillé qu'ailleurs, et une pression du politiquement correct, une pression judiciaire plus élevée qu'ailleurs. La loi Pleven punit 24 incriminations pour discrimination. Oui, c'est incroyable. Alors, il doit encore manquer la grossophobie, la chauvophobie, ce que je regrette personnellement. On peut encore vous critiquer, Jean-Yves. Alors, n'hésitez pas en commentaire. On a 24, allez-y. Lâchez-vous. On a 24 discriminations. Voilà. 24 incriminations pour discrimination, c'est complètement dément. La discrimination, c'est la vie, c'est choisir. Vous avez le droit de choisir un homme ou une femme, enfin plutôt une femme qu'un homme d'ailleurs. Vous avez le droit de choisir une blonde ou une brune. Vous avez le droit de choisir un collaborateur ou une collaboratrice qui soit mince ou gros, qui soit intelligent ou moins intelligent. La discrimination, c'est la vie. Voilà. Il y a d'ailleurs un très bon livre qui vient de sortir dans la collection de l'Institut Iliade chez Pierre-Guillaume Deroux sur Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Voilà. Il nous faut discriminer, il nous faut assumer la discrimination. Accessoirement, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je dirais que les premières mesures, si on voulait rétablir les frontières, c'est pas forcément de renforcer le nombre de policiers aux frontières, enfin ça peut ne pas être inutile. Les premières mesures, c'est
d'abolir la loi Pleven de Oui. 1972 pour rétablir la liberté d'expression. Et c'est de supprimer les subventions à toutes les associations immigrationnistes. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on aura déjà fait une part considérable du travail. Oui. Et puis, rétablir le pluralisme médiatique. Oui. Parce qu'objectivement, avec les médias monocolores que nous avons aujourd'hui, il est impossible que la population arrive. Rien n'est possible parce qu'il est évident que tout va être mis en scène pour aboutir au résultat qu'on veut. On a quand même le sentiment avec les Gilets jaunes que les Français, de quelque bord politique qu'ils soient, commencent à vraiment ne plus croire les médias sur rien. Oui et non quand même. Oui et non quand même. Parce que si vous voulez, la répression policière des Gilets jaunes n'aurait pas été possible si les Français avaient constaté qu'il y avait eu 200 blessés graves, 5 mains arrachées, 20 éborgnés, 100 gueules cassées. Ça leur a quand même été globalement caché malgré les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que nous... Et donc le message des médias, la police est gentille, les gilets jaunes sont méchants, est passé. Alors que, bon, quand il y a des manifestations, objectivement, il y a des violences des deux côtés. Il y a des gens qui s'en prennent aux policiers de manière un peu violente, c'est vrai. Et il y a aussi de la répression policière violente. C'est un peu inévitable. Le bilan est lourd, là, quand même. Mais là, le bilan est très lourd et les moyens de répression qui ont été utilisés n'ont jamais été utilisés en France depuis la guerre d'Algérie. C'est ça, c'est passé parce que les médias l'ont permis, quand même. Donc c'est encore une puissance. Mais les médias gardent une puissance considérable. Nous, on est sur les médias alternatifs. Heureusement qu'ils sont là. Pour la majorité des gens, le média dominant, ça reste les médias dominants, ça reste la télé. Faut pas se faire d'illusions. Vous ne trouvez pas quand même incroyable qu'avec cette révolte des Gilets jaunes qui dure maintenant depuis 3 mois et plus, que Macron ne prenne aucune décision de changement. Il n'évoque même pas la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai le sentiment que même des présidents qu'on a critiqués comme Chirac ou autres auraient fait quelque chose. Vous voyez, c'est de pire en pire, en fait. Mais il a choisi exclusivement de la voie de la répression. Et il peut assumer la voie de la répression parce qu'il est soutenu par l'ensemble des médias. Alors que dans les épisodes précédents de manifestations, les médias soutenaient les manifestants et par conséquent, il y a un moment ou un autre où le pouvoir politique cédait aux manifestants, en tout ou partie. Mais là, comme le pouvoir médiatique soutient totalement le pouvoir politique dans sa répression des manifestants, eh bien, ça continue. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos, de conférences que vous avez pu faire, de passages dans des émissions, notamment sur Télé Liberté, et vous avez un trait de personnalité, je ne sais pas si vous en avez conscience, vous êtes quelqu'un de très positif. Et c'est assez rare, en fait, dans le milieu. Vous avez une façon d'être qui est très positive. Et ma question, c'est... Vous avez tout de même, si je peux me permettre de dire votre âge, vous avez 70 ans, il me semble. Il semble. Voilà. Je sais que ça se fait pas trop, mais ça a un sens. Je vous parle de ça parce que vous en avez vu quand même dans la vie. Vous avez connu une France française. Vous avez connu la France européenne, la France française. On s'est compris en disant ça. Absolument. Écoutez, si je sortais les photos de classe, j'ai été en classe à Colombes, qui est une ville qui a beaucoup changé. La photo de classe, c'est 100% d'Européens. Oui. Voilà. Et alors, précisément, quand vous avez vu cette dégradation petit à petit... Et la photo de lycée, c'est un peu plus tard, c'est 100% d'Européens. Et la photo, j'étais au lycée Renoir à Nières, c'est de là qu'est parti le mouvement Ni pute ni soumise. Donc, ça veut dire que ça avait changé quand même. Et là, on est au début des années 60, en gros. On est 55, 60. Le lycée, c'est les années 60, Ni pute ni soumise, ça doit être les années 90, donc 30 ans après. Mais alors justement, quand vous avez vu 30 ans, donc tac, les années 90 ou début 2000, je ne sais plus. Est-ce qu'il vous arrive d'être déprimé par cette situation ? Vous vous dites, mais c'est un cauchemar, quoi. Parce que nous, on a toujours un peu baigné là-dedans. C'est de pire en pire, mais quand même, alors que vous avez vu vraiment la France métamorphosée. Est-ce que ça ne vous fout pas un coup au moral quand même ? Non, parce que sinon, je ne continuerai pas. À combattre, Je continuerai à combattre, je crois, si vous voulez, que... je crois que l'idée qu'avait Dominique Vénère, quand il nous a demandé à Bernard Lugan, à Philippe Conrad et à moi de créer ce qui est devenu l'Institut Iliade après sa disparition. Il nous l'a demandé avant, bien sûr. Son idée,
et que je crois alors très, très importante, c'est que même si les Européens devenaient minoritaires sur la terre d'Europe, tant qu'il y aurait des Européens, de sang européen, et d'esprit européen, de culture et de civilisation européenne, eh bien, ça pourrait repartir. Oui, peu importe le nombre, tant qu'il en reste... Enfin... Je ne peux pas dire que l'hypothèse où nous devenons minoritaires soit une hypothèse qui me réjouisse. Non. Je la combats de toutes mes forces, mais je ne l'exclus pas. Et à partir du moment où je ne l'exclus pas, je ne considère pas pour autant que tout est perdu. Voilà. Je comprends, voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des Européens conscients de l'être. C'est une des choses que nous poursuivons avec l'Institut Iliade, à la fois par les colloques et par les formations, c'est de transmettre cette culture, cette civilisation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le sang, l'origine européenne. Il faut quand même aussi porter les valeurs, l'esprit de la civilisation. Bien sûr. Donc il y a un côté transmission. La transmission, bien sûr, c'est la transmission génétique, mais c'est aussi la transmission culturelle. Oui. Alors, puisque vous avez parlé de Vénère, bon, je ne sais pas, c'est peut-être un peu intime, mais en faisant des recherches pour l'émission, j'ai appris que la dernière personne avec laquelle elle a déjeuné, c'est vous. Alors, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Alors, c'est tout à fait exact. Dominique Vénère a invité à déjeuner 4 personnes avant de partir pour son geste sacrificiel à Notre-Dame. Il a invité Philippe Conrad, Bernard Lugan, Le Sade et moi-même pour nous demander de créer ce qui est devenu l'Institut Iliade, l'Institut Iliade pour la transmission de la mémoire européenne. Voilà. Donc c'était tout à fait... ce n'est pas un hasard. Oui, je comprends. Voilà. Ce n'est pas un hasard. Et nous essayons d'être fidèles à son message et de transmettre comme nous le pouvons, de participer, parce que d'autres le font, de participer à la transmission de la mémoire européenne. Oui. Est-ce que vous avez compris cet acte? Est-ce que vous l'avez déploré? Ou est-ce que vous trouvez que Dominique Vénère a fait ce qu'il fallait? Enfin, je ne sais pas si peut-être vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus, mais... Écoutez, c'est délicat, mais... C'est son choix personnel était de se servir en quelque sorte une dernière fois de sa vie pour porter un message fort qui, je crois, a quand même été entendu. Bien sûr, d'un certain point de vue, j'en suis triste et je le regrette parce que quand il s'est donné la mort, il avait encore des forces et il aurait pu encore avoir quelques bonnes années de vie et de production intellectuelle et de vie qu'il a sacrifié. Mais évidemment, s'il ne l'avait pas fait quand il l'a fait, après, il aurait été trop tard. Oui, bien sûr. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut de l'énergie quand même. Il fallait de l'énergie et être dans la pleine possession de ses moyens. Donc c'est toute la difficulté de ce type d'acte, c'est que si on les fait tôt, on perd. Si on les fait tard, c'est trop tard. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un geste d'une qui a une valeur forte grandeur, symbolique, une forte valeur. Oui. Est-ce que vous déplorez les tensions qu'il peut y avoir, on va dire, dans le milieu dissident, la natiosphère? Vous n'avez pas l'impression qu'un peu tout le monde se bouffe le bec? Alors, moi, je crois qu'il faut comprendre l'écosystème de chacun. Oui. L'écosystème de chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez une position, vous livrez certains combats et que vous en laissez d'autres de côté. Oui. Et que d'autres, à côté de vous, vont choisir certains combats et vont en laisser d'autres de côté. Et je pense que la sagesse, c'est d'accepter que chacun soit dans son écosystème. Oui. Je livre ce combat-là pour la défense de la civilisation, pour la défense de la religion, pour la défense de l'ethnie. Bon, c'est mon combat. Je comprends que celui d'à côté
ils préfèrent privilégier tel autre aspect du combat. Et ça, beaucoup ne l'admettent pas. Et donc, ils vont reprocher à celui qui va un tel ne parle pas de ça, se l'autre parle battre trop de pour ci. l'ethnie, de ne pas s'occuper du social, celui qui va se battre pour la religion, de ne pas s'occuper de l'immigration, celui qui se bat pour l'immigration, de ne pas s'occuper de la religion, etc. Je crois qu'il faut... Moi, je suis pour le respect des écosystèmes des autres. Et en gros... je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que les autres disent. Les autres ne disent pas forcément tout ce que j'y dis. Ils peuvent aussi dire des choses que je ne dis pas. Mais je crois qu'il faut respecter le point de vue particulier de chacun. Il ne faut pas demander à tout le monde de livrer les combats de tout le monde. Par contre, il faut éviter de tirer. Voilà. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que A a fait, mais si globalement le combat de A va dans le bon sens, je ne dirais pas de mal de A. Voilà. D'accord, ouais. Mais c'est une discipline qui est difficile et je vous accorde qu'elle n'est pas toujours parfaitement respectée. Il faut comprendre que chacun a son super pouvoir, en quelque sorte. C'est très dur d'admettre que l'autre à côté... Alors, le problème, si vous voulez, ça, j'ai vu ça, c'est un peu le... c'est dangereux. En politique, c'est la technique du salami. C'est-à-dire, on découpe, et donc, vous êtes une tranche de salami, et donc, le type qui va être juste à côté de vous, vous allez trouver qu'il en fait trop, donc c'est un fou. Et le type qui va être juste à côté de vous, de l'autre côté, vous allez trouver qu'il n'en fait pas assez, et donc, que c'est un minable, c'est un lâche. Il faut admettre que le type qui est à côté de vous, qui vous paraît fou, il est dans un autre écosystème, et il faut admettre que l'autre type qui est à côté de vous, qui en fait moins que vous, c'est pas un minable ni un lâche, il est dans un autre écosystème. Il faut admettre l'écosystème des autres. Voilà, c'est difficile. Alors, j'ai une question pour vous, un petit peu politiquement incorrecte, mais Renaud Camus y a répondu, donc vous devez répondre, vous aurez la pression. Est-ce que la civilisation européenne, pour vous, est supérieure aux autres ? Alors, si vous voulez... moi, dans ma culture d'origine, aux Grèces, il y a ce qu'on appelait l'ethno-différentialisme. C'est-à-dire, on est différents, mais après tout, chacun a son système de valeurs. Je crois que la civilisation européenne est supérieure aux autres au regard de ses propres valeurs. Voilà. D'accord. Si vous pensez que l'incarnation, la représentation... la place accordée aux femmes, tout ça, c'est... La sensibilité. C'est supérieur. Vous pensez que c'est supérieur. Je comprends. Mais vous pouvez très bien être dans un autre type de logiciel. Bon, alors, objectivement, aujourd'hui, c'est l'Europe qui a fait le monde. C'est-à-dire le monde tel qu'il est aujourd'hui, en bien ou en mal, c'est l'Europe qui l'a fait. C'est l'Europe qui a fait le développement économique, c'est l'Europe qui a fait la science, c'est l'Europe qui a fait, alors bien ou mal... Avant, il y avait 50 ou 100 millions d'Africains. Maintenant, il y en a 1 milliard. Il y en a 900 millions qui se plaignent des Européens, mais sans les Européens, ils ne seraient pas là. On le doit aux Occidentaux, en tout cas. Voilà. Donc, objectivement, la civilisation, l'Europe a fait le monde. L'Europe a fait le monde. Alors, est-ce que dans l'absolu, c'est une civilisation supérieure ? Bon, c'est une question, tout est relatif. Si c'est pour vivre dans le bush en Namibie, eh bien, il y a sûrement des hommes et des femmes qui sont plus adaptés que nous. Et d'un certain point de vue, toute civilisation peut être, au regard de certains critères, supérieure aux autres. Les Esquimaux, ils ont 100 mots pour désigner la glace. Nous n'en avons pas autant. Tout à fait, mais leur comportement est adapté à la survie. Ils sont adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent. Voilà. Moi, ce que je trouve... Donc, vous voyez, je vous réponds d'une manière qui est mi-suprématiste, pour employer du jargon américain, mi-relativiste. Voilà. Ce que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est que les... répondent oui. Oui, mais avec du nuance également. Mais enfin, il est quand même resté sur le oui. Moi, ce que je trouve fou, c'est que les standards des Occidentaux deviennent un peu ceux du monde entier. Par exemple, quelqu'un veut être classe, il met un costume, un costard-cravate. Mais enfin, c'est une mode qui vient de chez nous. Et c'est pareil pour plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier d'être occidental. Vous voyez, je pense que ça
c'est là où je vois, Oui, mais vous peut-être si on appelle voyez- ça supériorité, mais enfin... Vous voyez qu'en France, maintenant, les costumes d'origine, si j'ose dire, Reviennent, c'est vrai. d'origine des autres reviennent. C'est vrai, peut-être que Hein la Hein mode de demain sera la babouche. Écoutez, il faudra Bah, vous ouais, adapter. ouais, Vous n'avez ouais, pas le ouais. choix. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, Guillaume Fay est mort il y a peu de temps, il y a quelques jours. Je voulais savoir si vous aviez quelques mots pour lui, parce que vous l'avez bien connu, en fait. Vous avez connu Guillaume Fay, notamment au Grèce. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez nous Fay, dire je de l'ai lui? connu, effectivement, il y a 50 ans. Ouais. Parmi les souvenirs les plus drôles de mon existence, il y a les canulars téléphoniques Ah oui. qu'on faisait chez Blo, vous voyez, donc c'est un petit milieu. D'accord. Il y a un demi-siècle, là où Fay a été génial, Oui. c'est qu'il a réussi pendant ces années Skyrock, Skyman, À en faire un métier. à faire Ouais. du canular téléphonique un métier, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Non, alors Fay a été un... qu'est-ce qu'on peut dire? Il a été une sentinelle imaginative. Oui. Il a tout de suite compris l'importance du combat identitaire, l'importance des phénomènes ethniques, Oui. et il a publié beaucoup de livres, beaucoup de grands livres. Le système a tué les peuples, qui est la première grande critique du système global et de la mondialisation, qui remonte quand même à près de 40 ans maintenant. Donc, Oui, il a publié le nouveau discours à la nation européenne, qui correspondait aussi à quelque chose qu'il aurait fallu faire par rapport à l'Europe puissance, et qu'on n'a pas fait, il faut bien le reconnaître. Il a publié l'archéofuturisme, Oui, c'est vrai. c'est un de ses plus grands livres, à mon Oui, oui. avis. La colonisation de l'Europe, qui met des mots sur les choses, en attendant celui que vous allez publier Oui, oui. sur la guerre civile raciale. Donc Fay a eu beaucoup d'imagination, beaucoup de fulgurance. Il laisse une œuvre tout à fait importante, plus connue à l'étranger qu'en France C'est d'ailleurs, vrai, mais c'est assez curieusement, malheureusement assez normal Oui. Mhm. que la terre lui soit légère. Oui. Bon, est-ce que vous pensez un peu à son image qu'on va vers une guerre civile à tendance ethnique, où vous mettriez des nuances à cela Bah, si vous voulez, tout dépend de la manière dont on utilise le vocabulaire. Oui. Mais toutes les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Oui. Bon, et de fait, en France aujourd'hui, pourquoi il y a la paix dans les banlieues? Tout simplement parce qu'on les laisse échapper à la loi commune. Oui. À partir du moment où la loi des banlieues, c'est la loi de l'islam, et la loi des bandes, ça se passe bien. Oui. Mais c'est de fait une partition du territoire, terme d'ailleurs qui a été utilisé par François Hollande. Oui. Dans des propos privés peut-être, mais donc en fait, s'il n'y a pas de guerre raciale aujourd'hui, c'est parce que les Européens acceptent qu'une partie du territoire leur échappe C'est progressivement. ça, ouais. Voilà, c'est ça la réalité. Mhm. Alors, j'ai presque terminé, mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Bon, c'est votre vie, mais ça va aussi dans le sens de nos idées. Vous avez eu 4 enfants. Et est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur l'importance de la famille, de transmettre Si vous voulez, c'est quand même la première transmission. 4 fils en plus, il a eu de la chance. Mince. Oui, ça se discute parce que les filles transmettent davantage les traditions que les garçons, donc ça peut se discuter. Bon. Ouais. Mais si vous voulez, la transmission, elle est double. Ouais. La transmission, elle est génétique et elle est culturelle aussi. Mhm. Voilà. Et dès que, si vous voulez, indépendamment des 4 fils, j'ai maintenant 9 petits-enfants. Ah. 8 petits-fils, une petite fille. Et une des choses qui est importante pour ma femme et moi, c'est les voyages culturels qu'on fait avec eux, qu'on fait avec les grands. D'accord. Donc où là, nous allons... nous sommes allés en Grèce, nous sommes allés des visites, en Sicile, nous Mhm. sommes allés en Italie du Sud, nous sommes allés à Amsterdam, nous sommes allés au Portugal, nous sommes allés en Espagne pour faire connaître les différents éléments de la, D'accord, de la culture européenne. Et c'est des voyages tout à fait exigeants. Oui. Il ne s'agit pas seulement de... C'est pas Disneyland, oui, c'est sûr. c'est musées, visites de villes, voilà. Oui. Ça fait partie de la transmission. Oui, tout à fait. Il n'y a pas seulement le fait de faire des enfants, et également Et il les faut éduquer. Aussi il faut aussi les éduquer, oui. Et essayer en tout cas.
Alors bien sûr, je mettrai les liens d'achat vers votre dernier livre, Européens d'abord, que je montre un peu plus près de la caméra, Essai sur la préférence de civilisation. Nous pourrions aussi un petit peu évoquer le colloque de l'Iliade, parce qu'il me semble que c'est bientôt. Alors, le colloque de l'Iliade a lieu le samedi 6 avril Oui. À Paris, à la Maison de la Chimie, dans un beau lieu. Et Oui. ça, c'est important parce que le colloque de l'Iliade, pour moi, c'est un peu un opéra européen. C'est-à-dire, c'est pas seulement des conférences. Il y a des conférences, je l'ai dit tout à l'heure, de 20 minutes, donc c'est pas trop long quand même. Mais il y a aussi du décor, il y a aussi des vidéos assez esthétiques, il y a des artistes, il y a un stand de librairie, il y a un concours d'affiches, il y a tout un... Et puis c'est communautaire. Oui. C'est évidemment un lieu de réunion communautaire. Donc, il y a beaucoup de raisons de s'y retrouver, pour assister aux travaux, bien sûr, pour se retrouver entre Européens, entre soi, et puis pour participer d'une vision esthétique du monde. Oui. Alors, cette année, nous avons un thème assez politique. Europe, l'heure des frontières. Parce que je crois que l'enjeu des élections européennes, c'est pas tellement de se chicaner entre le pouvoir des États, entre eux, l'euro, pas l'euro, pas l'euro, tout ça n'a qu'une importance tout à fait relative. Ce qui est important, c'est que l'Europe ait des frontières vis-à-vis du monde extérieur, et qu'elle se défende de l'invasion. Et ça concerne tous les peuples européens. Les Français ne s'en sortiront pas tout seuls, pas plus que les Hongrois ne s'en sortiront tout seuls, ou les Italiens ne se sortiront tout seuls. Ça nécessite la volonté européenne de protection des frontières européennes et de protection de l'identité européenne. On pourrait même dire que c'est un problème qui touche tout l'Occident quand on voit la difficulté qu'a Trump à faire son mur. Oui, c'est absolument. Vraiment, absolument. Écoutez, Jean-Yves, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre livre et puis pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez une œuvre quand même considérable, vous avez beaucoup écrit. Et vous êtes le bienvenu, vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Merci Daniel Conversano. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt, au revoir.